Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission Europe-Afrique, au cours de laquelle je reçois l'économiste Henri-Louis Védy. Professeur émérite à HEC Paris, spécialiste de l'analyse de l'économie des pays émergents, en particulier le Maroc et ses provinces du Sud. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles dans des revues françaises et étrangères. Monsieur Védy, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité, de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui me tient à cœur, effectivement. Alors, le développement des provinces du Sud, ce n'est pas votre premier livre sur le Maroc. Alors, d'où vous vient cet intérêt pour le royaume ? Non, le premier livre sur le Maroc était sur les provinces du Sud. C'était un titre, une volonté plus forte que les sables. Parce que lorsque j'ai visité pour la première fois l'Aïoun, c'était en 2006. Et je ne connaissais pas du tout cette région. Et je me suis étonné qu'il n'y ait aucune publication sur une ville à l'époque que je découvrais et qui sortait des sables. Et puis au fur et à mesure que j'ai pris intérêt pour cette région, eh bien j'ai constaté qu'il fallait une volonté de faire quand même pour investir dans ces territoires et c'est pourquoi j'ai dit une volonté plus forte que les sables. Joli nom en tout cas. Mais dès le début de son règne et un peu dans la foulée des décisions de son père, Sa Majesté Mohamed VI va chercher à sortir les populations des provinces du Sud de l'isolement en créant des infrastructures qui vont changer leur quotidien. Ça a été au prix de lourds investissements, non ? Tout à fait. Et ça a été une question que j'ai rencontrée souvent. Et moi, je dirais qu'en fait, il y a deux périodes sous le règne actuel de Sa Majesté Mohamed VI. L'une, c'est de 1999 à 2015, qui est sensiblement une période globalement, de mise à niveau des provinces. Et de mise à niveau des provinces en les dotant d'électricité, d'eau, de routes, de services publics santé, de services publics éducation, de services publics de justice qu'ils ne connaissaient pas. Je crois qu'on ne peut pas mesurer l'effort qui a été fait si on ne se rappelle pas dans quelles conditions étaient ces provinces au lendemain de la marche verte de 1975. Il n'y avait rien. Bouche-d'Our, c'était un phare, l'eau et l'électricité était réservé à l'Aïoun et dans le cadre du casernement marocain, et le potentiel halieutique était très peu exploité, par exemple. Et donc vous disiez deux périodes. La deuxième, c'est en fait l'après 2015, oui, quand il a fait... Parce qu'il y a, à partir de 2015, deux phénomènes extrêmement importants. Ouais. Le premier, c'est la régionalisation. Ouais. On passe de 16 provinces à 12. On en conserve 3 dans les régions du Sud. Et c'est une décision importante, surtout que ces régions du Sud vont bénéficier d'un statut de régionalisation avancée, c'est-à-dire leur permettant d'aller beaucoup plus vite pour elles, une forme d'autonomie. Dans une certaine forme d'autonomie. Bon. Et le deuxième point important sur lequel aussi j'ai voulu insister, c'est le discours royal de novembre 2015 à l'Aïoun. Il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour ces provinces, c'est celle de leur développement inclusif, ce qui n'était pas le cas avant, et développement inclusif qui ne peut pas s'imaginer en dehors de la réforme de la régionalisation. Et qu'est-ce qu'on entend par développement inclusif ? C'est-à-dire, hier, avant 2015, les richesses du Sud étaient essentiellement des richesses venant du Nord. Dès l'instant où on fait un développement inclusif, ces richesses vont, elles, venir du Sud. On peut donner plusieurs exemples. Par exemple, la mise en valeur du littoral maritime, la richesse halieutique. On peut donner l'exemple aussi de la mise en valeur industrielle avec Fos-Boukra. On peut parler également d'une richesse de niche dans l'agriculture. On peut également parler d'un potentiel qui va progressivement se mettre en place, qui est celui du tourisme. On va parler de tout ça. On va démarrer sur un sujet que vous n'avez pas évoqué,
qui est la problématique énergétique. En fait, le Maroc, qui est assez dépendant des énergies fossiles, a montré l'exemple désormais auprès de pas mal de pays en développant un programme d'énergie renouvelable et alternative, l'hydroélectricité, la biomasse, mais évidemment le solaire et l'éolien. Et dans ces deux domaines, j'imagine que les provinces du Sud ont un apport réel. Bien évidemment. Concernant par exemple le solaire, aujourd'hui, en capacité énergétique, le solaire, c'est 50 à 60% de l'ensemble du solaire du territoire. Donc il y a plus d'éoliennes peut-être dans le nord, mais le potentiel énergétique des éoliennes et des programmes qu'on a mis en place ces dernières années est dans le sud. Tout simplement parce que, comme vous le savez pour l'éolien, il n'y a pas simplement une volonté. Il faut un vent suffisamment fort, mais pas trop fort. Par exemple, à Tanger, le vent souffle trop fort pour imaginer une efficacité optimale de l'éolien. Et puis, effectivement, vous l'avez souligné, le deuxième point, et qui me paraît aussi très important, c'est le solaire. Mais le solaire obéit à une autre logique que l'éolien. L'éolien, il est une décision, je dirais, maroco-marocaine. Le solaire, il s'inscrit dans un plan qui est le plan Desertec, puis du plan solaire marocain. C'est une autre logique, mais c'est aussi, dans les deux cas, des investissements considérables. Alors, vous avez parlé de la côte, deux mots peut-être sur la politique portuaire. Oui, tout à Donc, fait. au Maroc, en statistique, et j'ai vu ça dans votre ouvrage d'ailleurs, montre que rien que Casablanca et Tanger-Met, ensemble, représentent et équitablement d'ailleurs, près de la moitié de l'activité portuaire marocaine. Alors, quel rôle jouent désormais les provinces du Sud sur ce plan-là? Alors, dans les provinces du Sud, il y a en fait trois ports. Il y a qui sont des ports leaders. Il y a bien sûr Laayoune. Il y a également Boujdour, je crois, et il y a Tamtan. Et puis vous avez un port Laayoune, Dakhla et Tamtan. Et vous avez deux ports relais qui sont Laïmriz, qui est un ancien village de pêche, et l'autre port, c'est Boujdour. L'idée, c'est d'essayer de faire un maillage des côtes dans le sud. Et on ne peut pas imaginer l'expérience portuaire sans parler des villages de pêche, qui au départ sont de 7 à 8. On disait en fait, il faut un port tous les 100 km. Et la côte, elle est de 1100 km, il fallait une dizaine de ports, quelle que soit leur taille. Mais aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, 4 ports importants pour la pêche. Il y a Dakhla, dont le potentiel halieutique est connu et reconnu. Il y a Laayoune, pour d'autres raisons, mais aussi une expérience historique antérieure à celle de Dakhla. Il y a Boujdour, qui a été créé de toutes pièces. Et il y a désormais Tamtan, car dans la nouvelle composition, je dirais, régionale, le Tamtan fait partie des provinces du Sud. Alors, deux mots sur la pêche, justement, parce qu'on trouve au Maroc à la fois de la pêche hauturière, c'est-à-dire en haute mer, de la pêche côtière et ce qu'on pourrait appeler de la pêche artisanale. On les voit sur la côte, toutes ces petites barques bleues de pêcheurs, nombreux petits villages de pêche. Ça représente quand même pas mal d'emplois, non? Alors, au Maroc, dans les provinces du Sud, le choix a été fait de la pêche artisanale. C'est d'ailleurs ce qui confirme que le développement des provinces du Sud est aussi un développement social. Car en donnant une priorité à la pêche artisanale, on va d'abord toucher beaucoup plus de pêcheurs que si on avait fait de la pêche industrielle. On va ensuite privilégier la qualité sur la quantité, ce qui suppose une approche plutôt environnementale, c'est-à-dire qu'on va moins vite épuiser les ressources halieutiques. Et enfin, on va permettre d'avoir une valorisation des prises via les villages de pêche, car à chaque village de pêche va être proposé une halle à poissons. C'est-à-dire que le pêcheur d'hier, dans les années
90 ou 99 même, eh bien, son univers, c'était l'incertitude. Allait-il vendre? À quel prix allait-il vendre? Désormais, il sait où il va vendre et à quel prix il va vendre. Donc ça va être un élément très important pour le développement du littoral halieutique des provinces, surtout que parallèlement à cela, les villages du Sud vont permettre en fait une politique d'urbanisation dans ces zones du littoral, permettant aux pêcheurs de se regrouper, de redonner envie à leurs enfants de suivre cette filière, ce qui n'était pas le cas avant 1999. Et on ne rencontre pas de résistance par rapport à ce qui est a priori une bonne nouvelle de créer des conserveries en termes d'usage pour tous ces pêcheurs artisanaux? Alors, c'est-à-dire que je dirais que chaque port a une certaine spécialisation. Dakhla, c'est les petits pélagiques, c'est l'aquaculture, ce sont les huîtres désormais, ce sont les crustacés. Bon. Et ensuite, on va réduire totalement la production de la sardine, qui va être non pas abandonnée, mais qui va être, on va réduire l'offre, ce qui va permettre d'augmenter le prix. Et on va aussi développer, surtout sur Dakhla et à Laayoune, de l'agroalimentaire pêche. C'est-à-dire que l'on va développer des conserveries. Par exemple, dans le nouveau programme du développement des provinces du Sud, il est prévu d'installer 3 autres grandes conserveries sur Dakhla. Donc, il y a une volonté non seulement de développer le littoral halieutique, mais de le faire non pas par rapport à une logique de volume, mais par rapport à une logique de valeur de la production. Alors, une question qui revient souvent, parce que quand on parle de cette région, vous avez parlé de villes qui sont parties de rien, et donc maintenant on évoque une forme d'Eldorado, mais est-ce que actuellement le taux de chômage, notamment chez les jeunes dans cette région, n'est pas encore assez important? Alors, bien évidemment qu'il est très important. Le discours royal de novembre 2015, que je considère comme un acte fondateur pour le développement de ces provinces, il constate quoi? Il constate que le taux de chômage est plus élevé en moyenne par rapport au national. Il constate que le taux de chômage des jeunes est plus élevé que la moyenne nationale des jeunes et que le taux de chômage des diplômés est plus élevé que le taux de chômage des diplômés au niveau national. Ça, c'est la conséquence d'une politique, entre guillemets, de rente qui a été celle d'un développement reposant sur une régionalisation centralisée. Donc, on n'a pas créé de richesse inclusive. Oui, c'est ça. Et donc, dès l'instant où il n'y a pas de richesse inclusive, eh bien, ça ne permet pas de créer des emplois locaux. Et d'autre part aussi, un élément qui, je crois, est extrêmement important, c'est que, en faisant une politique de transfert, politique sociale de transfert, eh bien, beaucoup de jeunes se contentaient de cette politique de transfert pour ne pas se mettre dans la tête de créer une entreprise, d'essayer de chercher du travail. Et à partir de 2015, grâce à la logique de la régionalisation, tout va changer. Tout peut changer et tout va changer. Monsieur Védier, on va faire une petite pause. Bien sûr. Et nous nous retrouvons après l'interruption. Nous revenons à notre émission avec pour sujet principal les provinces du Sud. Monsieur Védy, il y a peu, le roi a également lancé ce que j'appellerais, pour faire court, un plan eau et irrigation. Les provinces du Sud doivent être très sensibles au stress hydrique. Oui, tout à fait. Je rappellerai que ça concerne l'un des aspects du plan Maroc vert et du pilier 2. C'est-à-dire essayer d'avoir une politique agricole très individualisée par rapport à une agriculture de niche
Et dans ce cadre-là, effectivement, Sa Majesté vient de lancer un vaste programme d'irrigation où les provinces du Sud ne sont pas absentes. La pénurie d'eau, c'est pour le Maroc un thème un peu angoissant, donc il était temps de prendre le taureau par les cornes, je dirais. Il y a une solution qui est certes onéreuse, mais qui est peut-être constitutive d'avenir, c'est le dessalement de l'eau de mer pour lutter contre justement ce risque de pénurie d'eau potable. Est-ce qu'il y a des réalisations et ou des projets dans les provinces du Sud dans ces matières? Bien évidemment. D'abord, il faut rappeler que avant 1999, il y avait une usine de désalinisation à Laayoune. C'était une usine qui a permis aux populations locales de pouvoir bénéficier d'eau potable. Bon. Ensuite, on va développer. Moi, je dirais que le problème de l'eau dont vous parlez, qui est un problème majeur, il faut distinguer le littoral de l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est très difficile d'imaginer, disons, une politique basée sur la désalinisation. Concernant le littoral des côtes, du territoire du Sud, on peut dire aujourd'hui que c'est la technique de désalinisation qui a été privilégiée. Elle a un inconvénient, c'est son coût énergétique. Ce coût énergétique, justement, il est en partie annulé par le développement de l'éolien et par le développement du solaire. Car s'il n'y avait pas eu le solaire et l'éolien, bien évidemment, ça aurait renchéri la facture énergétique du pays, ce qui n'est pas le cas. Deuxième volet, les villes de l'intérieur, en particulier, je pense à Smara, qui a longtemps été ravitaillée par camion. Là, les solutions, c'est d'être connecté sur le réseau national ou de rechercher de l'eau sous terre et de la traiter. Moi, ce qui m'a frappé dans l'hypothèse marocaine de satisfaire l'objectif de l'eau, c'est qu'on a utilisé tous les potentiels. Tous les potentiels. On en a fait l'économie d'aucun. Et qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau potable dans les provinces dépasse 70%, alors que l'accès à l'eau potable sur le territoire n'est que de 50%. Donc, si on veut bien se contenter de ces chiffres, on peut dire que dans ce domaine, on est en avance par rapport au reste. Quand je dis que c'est très important comme sujet, c'est évidemment lié à la pluviométrie qui est évidemment très faible dans ces régions, presque inexistante. La production agricole est-elle tout à fait tributaire des aléas climatiques? Est-ce que c'est une région qui est plutôt faite de terres d'élevage et peut-être du chameau en particulier, ou est-ce qu'il y a une agriculture de niche Il y a une agriculture de niche qui est d'ailleurs très très surprenante. Dans les Graras de Tarwata, par exemple, on a bénéficié de nappes phréatiques en dessous, qui étaient de l'eau douce, et on a privilégié une agriculture à forte valeur ajoutée, comme la tomate cerise, qu'on exporte par exemple au Canada ou aux États-Unis. Mais il y a aussi, justement dans les provinces du Sud, dans le cadre de ce fameux programme mis en place à partir de 2015, des coopératives agricoles qui vont se développer dans ces territoires, en particulier dans le domaine laitier, des coopératives de lait, mais aussi de lait camelin. C'est-à-dire qu'on veut aussi utiliser une spécialité de ces territoires, non seulement en termes de viande, mais en termes de lait, car c'est une plus-value. Alors, un autre domaine qui n'est pas banal, celui-là, puisque le Maroc vit beaucoup du tourisme, et le tourisme dans les provinces du Sud était encore relativement confidentiel. Il est en progression, notamment tout à fait dans le sud du côté de Dakhla, qui est considéré comme la perle du sud marocain, le paradis des kitesurfers, etc. Comment voyez-vous cette évolution? Est-ce qu'il s'agira
majoritairement d'un tourisme de niche aussi, d'un tourisme sportif et d'aventure, ou est-ce qu'il va y avoir un tourisme plus populaire? Alors, je crois deux choses. Je ne crois pas qu'il y aura un tourisme de masse dans ces territoires. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Oui. Et je pense ensuite qu'il y a un potentiel, c'est dans sa diversité. Vous avez parlé effectivement de Dakhla et des sports du vent, c'est ce qu'on appelle le tourisme sportif. Mais il y a aussi le tourisme de la découverte, hein, des zones, des déserts, des plantes du désert, de la faune du désert. Aussi d'inscriptions rupestres qu'on peut voir de façon incroyable dans certains vieux villages de ces territoires. Et il y a quand même une ville qui a un potentiel, je crois, pour le tourisme religieux, c'est Smara. Donc, vous voyez, il y a au moins 4 diversités, voire 5. Le potentiel, on l'évoquait un peu tout à l'heure, mais le potentiel de ces provinces du Sud est tel que certains écrivains comparent cette région à des régions des États-Unis comme la Californie ou la Floride. Est-ce que vous voyez, vous, des dénominateurs communs et des raisons de faire cette comparaison? Je suis toujours extrêmement prudent sur ces comparaisons, pour plusieurs facteurs. Le premier, c'est que anticiper une évolution au-delà de 5 ans, je ne m'y autorise pas. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les provinces du Sud ont un potentiel attractif incontestable, mais le climat n'est pas celui dont on parle par rapport aux régions américaines en question. Et je crois que quand même, comme je viens de vous le dire, je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'un tourisme de masse pour ces territoires. Peut-être que je me trompe, mais est-ce vraiment souhaitable qu'il y ait un tourisme de masse? J'aurais voulu avoir votre point de vue sur le rôle que joue ou que pourrait jouer, si elle ne le joue pas aujourd'hui, l'Union européenne sur le déploiement et le développement de ces provinces du sud du Maroc. Est-ce qu'il y a des relations entre l'Europe et ces provinces? Il y a d'abord une décision récente sur la pêche qui intègre désormais les provinces du Sud dans l'ensemble du territoire marocain vis-à-vis de l'Europe. C'est une décision importante. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, certains ont voulu distinguer les provinces du Sud, zone de pêche, des provinces du Nord. L'Europe aujourd'hui n'accepte pas cette distinction. Deuxième point, l'Europe, je rappelle que les provinces du Sud ont permis à l'Europe d'avoir une continuité territoriale entre Tanger et l'entrée sur l'Afrique. Hein. Et donc, je crois que les provinces du Sud ne sont pas suffisamment connues en Europe. Hein. On en connaît l'enjeu politique, mais je ne suis pas certain qu'on en connaisse l'enjeu économique suffisamment. Et je rappellerai quand même que les provinces du Sud, c'est 60% du territoire marocain, 55%, mais c'est à peine 1 million d'habitants. Donc ceci explique cela. Je dirais qu'en plus, tout le développement industriel qui s'est fait dans les provinces du Sud est tourné vers l'Afrique. Il faut se vous croire, est tourné vers l'Afrique. Et donc elle n'est pas tournée pour vendre des phosphates à Paris ou à Tanger. Par contre, je crois que les provinces du Sud, elles ont un potentiel énorme, c'est sur l'énergie renouvelable et l'énergie verte, vis-à-vis de l'Europe. J'ai lu récemment que le Maroc exportait de son énergie actuellement. Et là, on sait très bien que via Tanger et via l'Espagne, il existe des réseaux de connexion. Donc ça, oui, je crois que la lumière viendra sans doute des provinces du Sud pour l'Europe. C'est une très belle conclusion, M. Védier. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Chers téléspectateurs, pour ma part, je me réjouis de vous retrouver dans une semaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.